Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 1. Il est 23h et vous regardez la dernière édition d'Information dont voici les titres. Ce dimanche 18 octobre 2020, Félix Houphouët-Boigny aurait eu 115 ans s'il était encore parmi nous. Celui qui a posé les fondations de la Côte d'Ivoire moderne a été célébré aujourd'hui à travers plusieurs activités à Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays. On en parle dans quelques instants dans cette édition. Également dans ce journal, vous aurez en toute fin d'édition un grand dossier qui vous plonge dans l'univers de la profanation des tombes, zoom sur des pratiques peu orthodoxes de certains individus qui se servent de restes de cadavres pour assurer leur gagne-pain dans une sorte de course effrénée vers la richesse. Et puis en Guinée, le bureau de vote pour la présidentielle ont fermé ce dimanche 18 octobre à 18h GMT. Le président sortant Alpha Condé brigue un nouveau mandat après l'adoption d'une nouvelle constitution. Au total, près de 5,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir parmi les 12 candidats en lice. Voilà pour le titre. La campagne électorale est officiellement ouverte depuis le jeudi 15 octobre à minuit pour une durée de 15 jours. Elle prendra fin le vendredi 29 octobre à minuit, soit 48 heures avant le scrutin. Aujourd'hui, le candidat du RHDP a mis le cap sur la ville de Mans, dans l'ouest du pays, où il a tenu un meeting avant de rencontrer les gardiens de la tradition, les cadres et les élus. Nous n'avons qu'un objet de haine, la guerre, qu'une seule obsession, la paix des cœurs, la paix sociale, la paix entre les nations, signé Félix Houphouët-Boigny. Je vous le disais en titre de ce journal il y a quelques instants, ce dimanche 18 octobre 2020 marque la date d'anniversaire de naissance du premier président de la République de la Côte d'Ivoire. Cette date de naissance de Félix Houphouët-Boigny a été mise à profit par les populations de la commune de Yopougon pour prôner des valeurs de l'oufouettisme, des valeurs axées sur la paix, le pardon et le vivre ensemble. Une rencontre qui a mobilisé toutes les couches sociales de la commune de Yopougon. Mamadou Kouassi. 18 octobre 1905, 18 octobre 2020. Félix Houphouët-Boigny aurait eu 115 ans aujourd'hui s'il était encore en vie. Cette date anniversaire du premier président de la République de Côte d'Ivoire est mise à profit pour sensibiliser la population à la paix et à la non-violence. Une initiative du député de Yopougon, Zie Koulibaly Daouda, qui a mobilisé ses administrés pour leur parler des valeurs qui caractérisaient Félix Houphouët-Boigny. Cette cérémonie a été une occasion pour nous de partager avec l'ensemble de la jeunesse, l'ensemble de nos mamans, les valeurs de l'oufouettisme qui sont la paix et le dialogue à toute épreuve. Pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse se réapproprier les outils que Houphouët-Boigny a utilisés pour avoir 40 années de développement. Cette initiative de la promotion de la paix est soutenue par le maire de la commune de Yopougon, Gilbert Koné Kafana, qui exhorte également ses administrés à s'investir pour la cohésion sociale. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan s'est aussi adressé aux jeunes et aux femmes en les invitant à être des relais de cette campagne de non-violence. Je demande à la jeunesse ivoirienne et à la jeunesse de Yopougon en particulier où nous sommes de privilégier en toute chose la paix, de ne pas se livrer à des actes de violence parce que ça ne sert à rien. Nous sommes tous des frères et des sœurs, il n'y a que la paix qui puisse nous réunir et nous consolider pour que la Côte d'Ivoire soit une nation plus forte encore qu'auparavant. La paix, cette denrée importante pour le développement et le progrès de la nation ivoirienne, sera le quotidien des populations de la commune de Yopougon, ont-elles promis à leurs élus. On ouvre maintenant le chapitre de la présidentielle avec la communauté céleste de la ville qui était en fête ce week-end. Une fête de moisson qui s'est transformée en un moment de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. La rencontre a vu la participation du représentant du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Claude Sey est allé inviter les fidèles à l'union et à la culture de la paix, des prières qu'il souhaite qu'elle se renforce pour une période électorale apaisée. Le compte-rendu de Mamadou Kouassi. L'église céleste de Dabou en fête. Les fidèles chrétiens célèbrent la moisson, un moment de reconnaissance au Tout-Puissant pour les bienfaits au profit de la communauté, mais aussi pour la Côte d'Ivoire. Un moment mis à profit pour louer le Seigneur, pour la paix en Côte d'Ivoire et surtout pour une période électorale apaisée. L'Éternel Dieu saura faire en sorte qu'il y ait la paix et que la volonté de Dieu se fera pour que notre pays retrouve effectivement cette joie d'être dans cette fraternité vraie que Dieu nous impose
pour que le peuple ivoirien soit dans l'amour et dans la paix. Que Dieu bénisse véritablement notre pays. Représentant le Premier ministre Ahmed Bakayoko, parrain de la cérémonie, Claude Sailly s'est félicité de la détermination de l'Église céleste à s'approprier la paix et la préservation de la cohésion sociale. Il exhorte donc tous les religieux à s'impliquer véritablement dans la recherche de la paix. Nous avons un seul pays, c'est de faire en sorte que chacun de nous puisse, dans les antagonismes divers, faire participer activement à l'émergence de la Côte d'Ivoire. La mission qui nous a été assignée est de parcourir les lieux de culte, de venir vers les hommes de Dieu, les guides religieux, et leur demander leur onction, leur bénédiction, et de faire en sorte que la Côte d'Ivoire, qui a eu son succès grâce à l'agriculture, mais son succès est aussi basé sur la valeur de son élite, mais sur la puissance de la spiritualité, et qu'à travers leurs prières, nous puissions permettre à la Côte d'Ivoire de s'élever. Claude Sailly a également signifié que le Premier ministre Ahmed Bakayoko reste déterminé à impliquer les leaders religieux dans la recherche de la paix en Côte d'Ivoire pour une nation prospère et développée. Les fidèles ont été mis en mission pour prôner la paix et la culture de la non-violence en cette période électorale. Et on continue à parler de la présidentielle avec la caravane du Super Ebony pour des élections apaisées qui se déploie à l'intérieur du pays. En cette période de campagne électorale, le journaliste Serge Koléa prône les valeurs d'unité et de cohésion sociale. La tournée du confrère vise à favoriser un climat de non-violence et de fair-play électoral. Daloa, la capitale de Haut-Sassandra, a accueilli et écouté le message de l'ambassadeur des journalistes de Côte d'Ivoire. En retour, la cité des Antilopes s'engage pour la paix. Plus de détails avec Walter Amadou Ouattara. La caravane pour les élections apaisées est en marche. Ambiance carnavalesque pour marquer la première étape qui se tient à Daloa, chef-lieu de la région du Haut-Sassandra. Initié par Serge Koléa, Super Ebony 2019 et le Club des Amis de la Culture, cette caravane vise à promouvoir la paix et la cohésion sociale. Cette caravane que nous engageons a deux volets. Un premier volet qui est donc la sensibilisation de proximité que nous faisons et puis un volet qui est la sensibilisation médiatique pour que le maximum d'Ivoiriens entendent l'écho de la paix. Cette caravane rencontre également l'adhésion des autorités locales et administratives ainsi que des populations de la cité des Antilopes venues écouter le message de zéro violence prôné par le Super Ebony pendant cette période électorale. Jeune, engage-toi pour la paix est le thème retenu. Pour des élections apaisées à Daloa, moi je m'engage. Au nom de la paix, l'hymne de cette caravane est exécuté par l'artiste Ras Djenki avec des paroles de Serge Koléa a davantage exhorté les populations de la cité des Antilopes à être des ambassadeurs de la non-violence et du fair-play électoral. Prochaine étape, Zoukoube et Diokoué. L'émissaire de la paix des journalistes de Côte d'Ivoire se rendra ensuite à Bouaké avant de mettre le cap sur Bonois et Abidjan. Autre chose à présent, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État a signé le 12 octobre dernier la lettre d'engagement des directeurs généraux et responsables de projets des structures sous tutelle de son département. Ces responsables de projets devront tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs à eux assignés. C'est un compte-rendu de Francis Boifo. Des lettres d'engagement signées par le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État et 4 directeurs généraux des structures sous tutelle. C'est une première. Le budget de l'État dorénavant s'exécute suivant différents programmes. À chaque programme sont assignés des objectifs. Il y a des indicateurs pour apprécier l'atteinte de ces objectifs. Donc la lettre d'engagement, c'est un peu le document qui va, permettez-moi l'expression, contractualiser ou retracer les engagements pris par les responsables du programme devant le premier responsable du département ministériel, engagement d'atteindre donc les objectifs qui ont été fixés. Le budget programme exige des responsables de projet plus de rigueur dans l'exécution des différentes tâches. Nous allons tout mettre en œuvre avec l'ensemble de nos collaborateurs pour atteindre les objectifs à nous assigner dans le cadre de ce programme. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État invite ses collaborateurs à relever les nombreux défis.
Les différents programmes, leurs résultats vont être appréciés par la Cour des comptes et il va falloir présenter à la représentation nationale les résultats qui ont été obtenus avec les ressources qui ont été mises à la disposition des différents programmes. Donc c'est vraiment une étape extrêmement importante qui vient matérialiser en tout cas tout ce processus de... La signature de la lettre d'engagement concerne tous les ministères du gouvernement, à en croire le ministre Moussa Sanogo. Le magazine du dimanche de RTI 1 recevait aujourd'hui le secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire. Avec Herman Guivet, l'invité du jour a abordé la question de la contribution de cet organisme rattaché au ministère de l'économie et des finances à la protection des consommateurs de services financiers. On regarde un extrait de son passage. Alors, l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire, en abrégé au QSFCI, a été créé en décembre de 2016 par décret présidentiel. C'est un outil de gouvernance qui a 3 missions essentielles. La première mission porte sur la contribution au renforcement de la qualité de l'offre de services, de produits et services financiers de détail. La seconde mission porte sur la protection des consommateurs de ces services et produits. Et l'ultime mission essentielle de l'Observatoire porte sur la contribution à la diffusion de la culture financière. L'Observatoire a vocation à être compétent pour connaître donc des différents, je vais à la limite, qui mettent en présence les établissements financiers, qu'il s'agisse de banques, de compagnies d'assurance, etc., et leur clientèle. Leur clientèle qui sont de 2 catégories. Il s'agit des personnes physiques comme vous et moi, oui, mais il s'agit également d'une autre catégorie, je vais à la limite, d'acteurs, les micros, les petites et les moyennes entreprises. Nous avons innové en mettant en place donc, une application de gestion en ligne donc, des plaintes. Comme je l'ai dit tantôt, c'est des choses qui vont permettre donc, de massifier l'action de l'Observatoire. Ça permet donc à l'Observatoire d'être présent à la fois partout et en tout temps. Et donc il est possible donc, via cette lucarne-là de saisir l'Observatoire non seulement pour les questions de plainte, mais également à la limite pour des questions d'information ou de conseil. Voilà, c'était pour vous un extrait du magazine du dimanche. Et toute la rédaction de RTI 1 se mobilise pour vous donner en temps réel les informations sur la Covid-19. Les chiffres dans quelques instants. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 18 octobre 2020, 22 nouveaux cas de Covid-19 sur 1239 échantillons prélevés, soit 1,8% de cas positifs, 38 guéris et 0 décès. À la date du 18 octobre, la Côte d'Ivoire compte donc 20 323 cas confirmés, dont 20 021 personnes guéries, 121 décès et 181 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 180 040. Autre chose, à présent, le prix du cacao pour la campagne 2020 a été fixé à 1000 francs CFA le kilogramme par le chef de l'État. Du côté du Conseil Café Cacao, les tournées de sensibilisation des producteurs se poursuivent. Dans la Maraoué, par exemple, les producteurs ont répondu présents à toutes les étapes. On en parle avec Kader Sogodogo. Le Conseil Café Cacao est à la rencontre des producteurs de la Maraoué. Première étape, à la Nicro, un regroupement de 44 campements. Un message fort dans le propos du directeur général adjoint du Conseil Cacao, le prix de 1000 francs CFA le kilogramme de cacao, tel que décidé par le président de la République Alassane Ouattara, sera appliqué et respecté. Il appartient donc au monde agricole de tout mettre en œuvre pour garantir la paix sociale, seul moyen de faire mieux pour les campagnes à venir. Le prix du cacao est passé depuis 2017 à 700 francs, à 750, à 825 et aujourd'hui à 1000 francs le kilo. En mars 2018, le président Alassane et le président du Ghana se sont entendus pour dire qu'il faut qu'on améliore les revenus des producteurs. Après, à la Nicro, la délégation, avec à son sein le secrétaire d'État Zorobi Epifane Balo, s'est rendue à Ganegoni-Fla, à quelques encablures de Saint-Fra. Le message était identique. Le Conseil Café Cacao a offert dans les différentes localités des kits scolaires pour cette rentrée scolaire. Des travaux de reprofilage lourds effectués par le Conseil Café Cacao ont également été visités.
Éducation maintenant, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a entrepris des travaux de rénovation du groupe scolaire Centenaire et du lycée moderne Inagoï de San Pedro. Ancien élève de ces deux établissements scolaires, Moussa Sanogo veut à travers ce geste offrir de meilleures conditions de travail et d'études au personnel enseignant et aux élèves. La cérémonie de remise de ces bâtiments rénovés a eu lieu à San Pedro. C'était ce samedi, une remise des clés suivie par Sam Conan. Le groupe scolaire Centenaire et le lycée moderne Inagoï de San Pedro, rénové par l'un des anciens élèves. Il s'agit du ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Cet ancien élève du primaire et du secondaire qui est parti de San Pedro avec un bac C revient en tant que ministre de la République, reconnaissant. Ce n'était que mon devoir et un acte de reconnaissance à l'endroit de ces deux établissements, à ces modestes gestes de réhabilitation. Nous voulons offrir au personnel administratif et enseignant en fonction, ainsi qu'aux élèves, nos cadets, de meilleures conditions de travail et d'études. Que ces bâtiments rénovés réjaillissent sur l'inspiration de nos élèves et qu'en fin d'année, les résultats scolaires soient aussi brillants que les murs de nos écoles sont devenus éclatants. Des bâtiments rénovés, des salles de classe bien éclairées. Bref, le groupe scolaire Centenaire et le lycée moderne Inagoï, qui étaient dans un état de délabrement avancé, ont aujourd'hui fière allure. De quoi réjouir les élèves, les enseignants et le maire de la commune, Félix Sanoblé, lui aussi ancien élève. Certes, l'école Centenaire t'a vu grandir. Le lycée Inagoï t'a donné la chance d'être parmi les premiers à décrocher un bac C, et pas n'importe lequel. Mais chaque fois qu'on t'a sollicité pour San Pedro, c'est au-delà de nos espérances que tu as répondu présent. Merci, merci infiniment, que Dieu te bénisse. Si nous n'avons pas de lumière, la salle était sale, nous avons un tout nouveau, tout beau, les carreaux, tout a été rénové. Nous voulons dire merci au ministre. Après la remise des bâtiments rénovés, le ministre Moussa Sanogo a retrouvé sa salle de classe des 6e, avec beaucoup d'émotion. Je revois la salle de classe et finalement je la trouve plutôt petite, alors qu'à l'époque je la voyais très grande. Écoutez, c'est vraiment un grand plaisir. Les travaux vont se poursuivre pour une rénovation complète du groupe scolaire Centenaire et du lycée moderne Inagoï, pour le bonheur des élèves. Un mot de culture à présent. Le royaume du Djoablan a un nouveau roi. Nana Kablan Dié a été intronisé hier samedi selon les us et coutumes à Caen. Une intronisation en présence du représentant du président de la République et des fils et filles de la région. Nana Kablan Dié devient ainsi le 14e roi du Djoablan. On en parle avec Mamadou Kouassi. Après cette prestation de serment, Tigori Niamé devient le 14e roi du Djoablan. Après tout le rituel qu'impose la tradition Agni. Son nom de règne est Nana Kablan Dié II. C'est un homme franc. Je pense qu'aujourd'hui, être à la tête d'une communauté demande de la vérité, de la justice, de l'affabilité et de la magnanimité. Aujourd'hui, c'est une joie pour moi parce que depuis des années, je n'ai jamais vu. C'est ma première fois d'assister et vraiment, je suis dans la joie. Je demande au Seigneur de donner longue vie à notre nouveau roi. C'est une renaissance après la disparition de l'ancien roi. C'est une renaissance pour la famille et pour le royaume. Parce que, comme on le dit dans notre jargon, le roi est mort, vive le roi. Le nouveau roi du Djoablan reçoit les conseils et recommandations de la cour royale. Nana Kablan Dié II aura pour mission la défense, la protection de tous ses administrés et la promotion de la paix et la cohésion sociale pour le développement et le progrès du royaume du Djoablan. Représentant à la fois le président de la République Alassane Ouattara et le premier ministre Ahmed Bakayoko, parrain de l'événement, le ministre Siandou Fofana, cadre du royaume du Djoablan, a invité tous les fils et filles du Djoablan à l'unir autour du nouveau roi. Que son règne dure et perdure et permette de faire avancer le royaume pour le bonheur des enfants du royaume que nous sommes.
Je pense que rien qu'à voir le tableau que nous présentons, vous devrez comprendre qu'ici, il ne peut exister que la paix. Parce que c'est le royaume de la paix et nos parents nous ont appris à vivre en parfaite cohésion et en toute fraternité. Et c'est solidaire et dans la cohésion toujours renouvelée que nous vivons notre fraternité et que nous partageons cette joie et cette paix. Le 14e roi du Guablé a reçu du président de la République Alassane Ouattara un véhicule de type 4x4 remis par le ministre Siandou Fofana. Le nouveau roi du Guablé était technicien dans une entreprise privée de Korogo. Il est père de 2 enfants. Nana Kablan Dié II succède à Nana Agnini Bilé II, décédé le 8 janvier 2020 et inhumé le 18 septembre dernier. Au terme de la cérémonie d'intronisation, une parade lui a permis de sillonner toute la ville d'Agnibilé-Kro pour communier avec l'ensemble des populations. La Côte d'Ivoire, un pays riche de sa culture. On en vient maintenant au dossier de ce dimanche. Je vous le disais en titre. Ce soir, la rédaction de RTI 1 vous invite à découvrir l'univers de certains individus en quête de réussite sociale, des hommes et des femmes qui ont parfois recours à des restes de cadavres humains pour assurer la bonne marche de leurs activités. Que ce soit à la morgue ou encore au cimetière, tous les moyens sont bons pour troubler le sommeil de ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà pour se faire une place au soleil dans la vie courante. Dans le secret de la profanation des tombes, c'est un dossier réalisé par Ami Sissoko. Dernier préparatif avant l'enterrement dans ce village de la région du Poro. À Foro, situé à une dizaine de kilomètres de Korogo, comme dans l'ensemble des villages de la région, les funérailles sont marquées par un rituel dont la finalité est le repos paisible du défunt. Un repos bien souvent troublé par les profanateurs des tombes au grand désarroi des familles. Je constate le plus souvent quand je travaille qu'il y a des tombes qui ont été profanées. Par qui ou pour quelle cause, ça je ne saurais le dire. Mais très souvent, les tombes sont profanées. On voit ça un peu partout sur toute l'étendue du territoire. On nous rapporte que des gens aussi cherchent des salives, des ossements pour certains faits mystiques. Mais là, c'est des faits que nous ne pouvons pas vraiment confirmer. Les profanateurs de tombes, parlons-en. Ceux-ci ont accepté de lever le voile sur leurs pratiques, mais à certaines conditions. 2 heures du matin dans un cimetière que nous ne nommerons pas pour respecter la parole donnée. Par semaine, il vient ici, bon, 1 fois, 2 fois. Cet homme a fait de la profanation des tombes un métier qu'il pratique depuis 30 ans. Je l'ai appris avec un mienga. Tu soulèves ta main au-dessus de la tombe et puis tu récites le verset. Le corps sort et puis maintenant tu as 9. De nombreux jeunes s'adonnent à cette pratique. C'est un moyen comme un autre pour eux de gagner de l'argent. Il regarde où les jeunes se réunissent, il regarde et puis il cause avec lui, il commence à lui faire des plaisirs en lui payant des choses, en lui donnant de l'argent. Donc il devient son ami pour connaître son intention. C'est à partir de là qu'il va profiter, il va lui poser la question, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Puisque l'amitié est déjà liée, il va le faire pour lui. Et puis ils vont se faire des sous. On juge le prix, une fois qu'on tombe d'accord, on vient faire du travail pour lui. Bon, souvent c'est de 300 000 à 400 000. Les commandes obtenues, l'étape suivante consiste à se tourner vers les préparateurs mystiques. Généralement, un individu ne se lève pas pour aller faire telle offrande ou tel sacrifice. C'est à partir donc d'une consultation chez un devin qui lui dit vous avez tel problème ou pour ce que vous demandez, il faut faire telle offrande ou tel sacrifice. Généralement, on ne voit pas les corps être enterrés ou bien ensevelis avec un tissu rouge ou noir. C'est toujours le blanc. Donc pour ne pas que tu portes cette tenue blanche, il te faut justement ce morceau de tissu blanc appartenant déjà à un cadavre. Donc là, tu ne peux plus imiter. C'est comme si tu es vivant, mais tu es déjà mort, les balles ne peuvent rien. Les chenilles, bon ça c'est pour lancer. Les chenilles se trouvent dans quoi? Dans la chair humaine et dans les plaies. Là c'est pour te donner une plaie qui ne peut jamais guérir. Même si ce n'est pas les plaies d'une maladie que tu ne peux pas, même la radio ne peut pas détecter. Les clients qui sont de toutes les couches sociales espèrent, avec les différents sacrifices, obtenir certains avantages. Mythe ou réalité?
La salive peut donner du bien sur de l'emploi. Ça, c'est pour que, au moins, que ce soit une autorité ou bien une personne qui est entourée de beaucoup de personnes. Et chaque fois quand tu parles, c'est bien écouté. On ne peut pas te discuter. Ça peut faire ça aussi. Moi-même, là, j'ai une amie, quand on était au collège, qui est venue me voir, qu'elle allait voir un marabout, et le marabout a demandé les hommes de cadavres pour pouvoir faire des médicaments pour qu'on puisse avancer, on soit aimé par les hommes. Mais moi, j'ai refusé, j'ai dit que je ne peux pas. Devant Dieu, j'ai refusé. Tout ce qui se donne à cette pratique, nous pensons que c'est des pratiques démoniaques. Ça ne donne absolument rien. La seule chose qui peut faire réussir l'homme dans cette vie-là, c'est le travail. La profanation existe. À travers nos prêches, dans les lieux publics, nous les interpellons à chaque fois d'arrêter ce genre de pratiques. Le sort dans le corps des humains, pour guérir la personne de son mal, c'est le verset Ayat al-Kursi que nous prenons pour pouvoir traiter la personne à ce qui gagne sa santé. Les autres religionnaires, c'est par la même voie de prière, implorer son Seigneur à ce que la personne gagne sa santé. La science aussi a son explication. Un imam, un pasteur, un prêtre ne va jamais vous recommander, pour réussir une activité, de recourir à des pratiques occultes. C'est contre nature. Alors il reste une seule alternative, n'est-ce pas, dont les tenants sont mitigés, les tenants sont pluriels, où chacun peut s'inscrire assez aisément et plus facilement. Naturellement, on pourrait donc inscrire les éléments dont nous parlons dans ce type de croyance. L'utilisation des organes ou du flux des cadavres n'est pas sans conséquence. La destruction des biens, souvent après une courte période de gloire, et la mort brutale d'un proche, entre autres. Toi, tu fais là, le jour où tu meurs, là, les hyènes viendront prendre ton corps. Mais pourquoi vous le faites alors? Oui, tu as déjà signé le pacte, c'est fini, tu es dedans. On ne peut pas faire marche arrière? Non, si tu fais marche arrière, tu meurs. Il a fait ça au moins 2 ans, quelques mois, et puis il a arrêté. Mais pourquoi tu as arrêté? Il sait que c'est pas bon, à la longue là, ça peut agir sur moi. Okay, bon. J'ai eu peur arriver à un moment. Ça peut agir comment? Ça peut me rendre malheureux même après. Pourquoi? Il peut finir mal, pareil, venir on titrait corps comme ça, d'un être humain comme moi, vraiment c'est pas bon du tout. Les corps les plus recherchés pour les pratiques occultes sont ceux des accidentés, des femmes enceintes, des bébés et des personnes influentes. Quelqu'un qui est mort dans un accident là, ça c'est très rapide. La quête des organes se fait par moments, bien avant l'inhumation. Les thanatopracteurs sont alors sollicités. C'est les hommes qui demandent, je veux telle partie du corps. C'est qu'on leur dit, c'est pas possible. Quelqu'un qui a mis son corps chez vous, comment tu peux lui donner une partie? Il y a eu un décès tragique. Quelqu'un qui a été brûlé vif. J'étais encore à la mort, je n'étais pas retraité. Mais il y a des gens qui venaient, qui demandaient les nerfs de ce corps. En fin de compte, énervé, je leur ai dit, bon, je peux vous donner le corps si vous voulez, si vous pouvez vous enlever. Mais un corps calciné, quand j'ai enlevé, non, la plupart a fui. La profanation des tombes et des corps ne laisse pas indifférents, responsables de pompes funèbres et de cimetières. Dans les morgues, des dispositions sont prises pour freiner ces pratiques. Si un corps se perd, mais où tu vas le retrouver le corps? Ou un parent me dit qu'il y a un organe qui est parti. Comment est-ce que tu vas faire? D'abord, la conscience professionnelle même est le premier gardien. Avec 19 ans, je suis là. Jusqu'à présent, il n'y a jamais de problème avec moi. Oui. Dans les cimetières, il y a beaucoup à faire pour freiner ces pratiques. En cause, l'accès facile et l'insuffisance des mesures de sécurité. Les gardiens y sont bien souvent peu nombreux. Mais je n'ai jamais su que j'allais jusqu'au cimetière pour déterrer les corps pour le faire. Ça, je n'ai jamais su. Ça veut dire qu'il y a des raisons de chercher à refaire la clôture du cimetière, à sécuriser le cimetière et à y mettre un gardien. Ça, c'est important. Les profanations des tombes et des corps pour pratiques occultes sont une réalité dans le pays, si l'on s'en tient aux différents témoignages. Mais ces pratiques et croyances aident-elles vraiment à aller de l'avant? Le mystère entretient la survivance de ce marché occulte de la mort qui trouble le repos
et la paix des âmes de nos défunts. Dans le secret de la profanation des tombes, un dossier signé Ami Sissoko. Place à présent au reste de l'actualité dans le monde avec le 7 sur 7 dans une sélection de Sidonie Davila. L'attaquant vedette de la sélection portugaise ne jouera pas contre la Suède en Ligue des Nations, a indiqué la Fédération portugaise de football dans un communiqué. Cristiano Ronaldo a été testé positif au Covid-19. Une double attaque au Mali, au moins 12 civils et 11 militaires tués. Ces attaques surviennent quelques jours après la libération de 4 otages. Couvre-feu à Paris et dans plusieurs métropoles pour tenter de réduire la propagation du coronavirus en France, a annoncé Emmanuel Macron. Selon le président français, le couvre-feu débute le samedi 17 octobre à minuit et doit être respecté de 21h à 6h du matin pendant 4 semaines. Le G20 a annoncé lors d'une réunion virtuelle présidée par l'Arabie saoudite une extension de 6 mois du moratoire sur la dette des pays les plus pauvres, durement affectés par la pandémie de Covid-19. L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour la 4e fois dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Aux États-Unis, à l'approche de la présidentielle, le président républicain Donald Trump multiplie les attaques et les accusations contre son rival démocrate au cours des meetings tenus ce samedi. Ce dimanche se déroule en Guinée le premier tour de l'élection présidentielle. Après une campagne mouvementée, plus de 5,4 millions de Guinéens sont appelés à choisir entre 12 prétendants. Ainsi se referme cette édition d'information sur RTI 1. Merci de l'avoir suivi. L'information revient lundi à 6h30 avec Régis Kofi et à 13h avec Juliette Ouéa. Bonsoir et que la paix soit chez vous.